Donc, le programme de la matinée. Donc, tout d'abord, je vais présenter l'URPS Kinéo de France. Ensuite, Clélie, la chargée de mission, nous parlera du financement que nous avons obtenu auprès de l'ARS et elle nous fera une démonstration du site Kiné de Garde. Ensuite, nous regarderons une vidéo de Thomas Pratt sur les CPTS et les ACI. Ensuite, il y a Guillaume Racle qui est pharmacien. Il nous parlera des protocoles de coopération nationaux et locaux. À la fin, il y aura un temps d'échange où on pourra répondre à toutes vos interrogations. Donc, l'URPS, c'est une association représentant les kinés libéraux des Hauts-de-France. Donc, à quoi sert l'URPS? Donc, elle contribue à l'organisation des soins en analysant les besoins de santé en vue de l'élaboration du PRS, donc du projet régional de santé. L'URPS est en relation constante avec l'ARS. Les domaines d'activité, donc la permanence et la continuité des soins, les nouveaux modes d'exercice, notamment en CPTS, la prévention, veille sanitaire, promotion de la santé, éducation thérapeutique, les systèmes de communication partagés. Donc, le zonage, nous allons reparler l'année prochaine. Donc, je pense que lorsque j'irai à la CRSA, donc c'est le Parlement de la santé, on parlera du zonage. Donc, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'il n'y a pas assez de kinés dans les Hauts-de-France. Et je préparerai un discours pour signaler cela à tous nos élus. Malheureusement, l'URPS aura peu de marge de manœuvre. La valorisation des actes à domicile. Donc, nous avons rencontré l'ARS, nous avons fait part de ce problème. Avec des actes cotés à 2,50 et parfois à 4 euros, je pense que les kinés vont se déplacer de moins en moins. La prévention des maux de dos. 50 kinés ont déjà été formés à l'URPS sur la prévention des maux de dos en milieu scolaire. Donc là, l'idée, en 2022, ça serait d'aller voir l'ARS pour obtenir un financement et vous encourager, vous kinés, à aller dans les écoles. Il y a également le sport sur ordonnance. Donc, l'idée, ça serait que le kiné effectue le bilan pour éviter d'être oublié entre le patient et le médecin. De dermatologie, donc, l'idée, ça serait d'organiser des conférences sur la détection des problèmes de peau et ensuite l'orientation du patient. Donc, deux nouveautés récentes. Donc, à voir sur le site de l'URPS. Donc, le forum, c'est un espace qui permet de converser directement avec les élus de l'URPS. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et également un site de petites annonces possible, où il est possible de publier les offres d'assistanat, de collaboration, associés, remplaçants. Donc, tout ça sur le site de l'URPS. Donc, bonjour à tous, donc Clélie Delvienne, chargée de mission pour l'URPS des masseurs kinésithérapeutes. Donc, comme l'a précisé Monsieur Moreau, l'une des principales missions de l'URPS est d'organiser la permanence des soins dans la région. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de notre plateforme kinédegarde.fr qui a été développée en 2018. Initialement prévue pour référencer les kinés de garde bronchiolite. Elle a cette année été financée par l'ARS pour son déploiement. Durant la crise sanitaire, à la demande des centres hospitaliers, nous avons développé un portail post-Covid pour que les kinés souhaitant prendre en charge des patients dits Covid long puissent se rendre visibles et être contactés directement par les centres hospitaliers, par les médecins, par les kinés, par les patients. Voilà. C'est un site vraiment ouvert et utile pour tous. Et là, cette année, nous avons donc eu ce financement par l'ARS. Je vous ai mis un petit extrait de la convention. À travers cette action, l'URPS a pour objectif d'assurer la coordination, la mutualisation des moyens et la promotion des soins non programmés en kinésithérapie via notre plateforme kinédegarde.fr. Donc, l'URPS pilote. Et nous avons besoin de vous, forcément, pour remplir ces créneaux de garde. Sur notre site kinédegarde.fr, il y a 3 volets. Donc, le parcours bronchiolite. Et il suffit d'entrer le code postal pour trouver les kinés de garde les plus proches de chez vous. Le parcours post-Covid, de la même manière, il suffit d'entrer le code postal pour trouver les kinés qui sont volontaires pour prendre en charge les patients Covid long.
Il faut savoir aussi que l'URPS est en train de faire un appel à candidature auprès de tous les organismes de formation de la région pour proposer aux kinés qui le souhaitent une mise à niveau pour prendre en charge ces patients. Et là, aujourd'hui, le sujet, c'est la création d'un nouveau portail qui est encore à imaginer. Le portail serait pour les CPTS et les MSP aussi, pour référencer les kinés de proximité. Et les kinés pourraient inscrire leur créneau de disponibilité pour prendre en charge les patients souffrant d'une entorse de cheville ou de lombalgie. Pour trouver le kiné de garde, par exemple, pour les bronchiolites, je clique. Je recherche le kiné de garde en entrant le code postal. Donc, je suis dans le 02 à Barenton-Buny et je cherche le kiné de garde pour les bronchiolites le plus proche. Et voilà, j'ai la liste. Du plus proche au plus éloigné. Donc, il suffit ensuite de le contacter directement. Enfin, pour la permanence soins post-Covid, c'est le même principe. Je suis à Lille et je cherche mon kiné. Donc voilà, sur le même principe, les kinés qui sont disposés à me prendre en charge pour mes soins post-Covid. Bonjour, je suis Thomas Pratt, kiné à Lens. J'ai un DU d'expertise judiciaire, d'assurance et d'évaluation du préjudice corporel. Je suis président du syndicat départemental des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aisne, élu conseiller fédéral à la FFMKR et secrétaire général chargé de la vie conventionnelle à la FFMKR. Et je suis élu URPS Hauts-de-France. Qu'est-ce que c'est une CPTS? Les CPTS sont un mode d'organisation qui permet aux professionnels de santé de se regrouper sur un même territoire autour d'un projet médical et médico-social commun. Peuvent s'y rassembler les acteurs qui assurent les soins de premier et second recours, médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, exerçant seuls en cabinet de groupe, en MSP ou en équipe de soins primaires. Les établissements hospitaliers également, publics et privés, et les acteurs du secteur médico-social et social, comme les EHPAD par exemple. Le but est de faciliter le parcours de soins des patients tout en contribuant à améliorer les conditions d'exercice des praticiens. Un ACI, qu'est-ce que c'est? En fait, l'ACI, c'est une convention interprofessionnelle, c'est-à-dire c'est la même chose que votre convention monoprofessionnelle kinésithérapeute qui régit vos actes, c'est-à-dire la NGAP, le financement de vos actes, etc., qui vous donne des obligations et qui vous donne quelques avantages. L'ACI des CPTS, c'est la même chose, c'est un accord conventionnel interprofessionnel qui vous permet d'avoir des financements conventionnels de la part de la CPAM. Il faut savoir que la CPTS, via cette ACI, ne finance pas le soin, c'est votre convention monopro qui finance le soin. La CPTS finance la coordination des soins. C'est donc la CPTS qui signe l'ACI, l'accord conventionnel, pour pouvoir toucher de l'argent conventionnel. Et la CPTS redistribuera cet argent aux acteurs composant la CPTS. Donc bien un financement conventionnel. Alors quels sont les critères pour qu'une CPTS puisse bénéficier d'un ACI? Il faut plusieurs choses. La première chose, il faut un projet de santé validé par l'ARS. Il faut également que la CPTS ait un statut juridique qui permet de garantir une pluriprofessionnalité, que ça permette la possibilité d'adhésion à la CPTS de différentes catégories d'acteurs, la possibilité de recevoir les financements de l'assurance maladie et d'en effectuer une redistribution. Ça doit permettre l'adaptation aux missions choisies et la possibilité de recruter du personnel pour le fonctionnement de la CPTS. La CPTS doit répondre obligatoirement à chacune des missions socles. La première mission, c'est la mission en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins. La deuxième, c'est la mission en faveur de l'organisation du parcours pluriprofessionnel autour du patient. Et la troisième mission en faveur du développement des actions territoriales de prévention. Et en plus de cela, il faut respecter le calendrier de déploiement de ces missions. C'est-à-dire pour la mission 1, il faut que le démarrage commence après 6 mois, que le déploiement complet soit fait au bout de 18 mois maximum. Pour la mission 2 et 3, il faut que le démarrage commence dans les 12 mois après la signature et un délai maximum de déploiement 24 mois après la fin de la signature. Il existe 2 missions complémentaires, optionnelles, les actions en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins
et les actions en faveur de l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire. Ce financement dépend de la taille. Elle repose sur le nombre d'habitants du territoire de la CPTS. Il y a 4 tailles. La taille 1 pour un nombre d'habitants inférieur à 40 000. La taille 2, le nombre d'habitants est compris entre 40 et 80 000. La taille 3, entre 80 et 175 000 habitants. Et la taille 4, avec supérieur à 175 000 habitants. Le montant total alloué pour chaque mission se répartit en 2 parts égales. Un financement fixe couvrant les moyens mis en œuvre par la CPTS et un financement supplémentaire prenant en compte l'intensité des moyens mis en œuvre ainsi que les résultats d'impact des missions. Tout d'abord, il y a un financement de fonctionnement avant le démarrage des missions qui va de 50 000 € pour la taille 1 jusqu'à 90 000 € pour la taille 4. Ensuite, pour chaque mission, il est prévu un financement, comme on l'a vu, fixe et un autre variable. Pour la mission 1, le volet fixe est de 15 000 € jusqu'à 30 000 € et un volet variable, le même, 15 000 € jusqu'à 30 000 €. Il y a également dans cette mission un financement lié à l'organisation des soins non programmés pour compenser les professionnels de santé, qui va de 10 000 € jusqu'à 20 000 € en fonction de la taille, toujours. Et un volet supplémentaire lié à l'organisation des soins non programmés, spécifique pour le traitement et l'organisation des demandes de soins non programmés, qui va de 35 000 € jusqu'à 70 000 €. Pour la mission socle 2, nous avons un volet fixe de 25 000 € jusqu'à 50 000 €. Le volet variable est identique. Et pour la mission socle 3, le volet fixe est de 10 000 € jusqu'à 20 000 €. Et pareil pour le volet variable. Il faut savoir qu'il y a actuellement des négociations pour faire un avenant à cette ACI. Ces négociations sont en cours et cet avenant devrait être signé prochainement. C'est un avenant qui rajoute une mission crise sanitaire. Cette mission donne des financements pour la rédaction d'un plan de réponse aux crises sanitaires de 25 000 à 50 000 € selon la taille des CPTS pour la première année. La deuxième année, pour la mise à jour du plan, c'est financé de 12 500 à 25 000 €. Et ensuite, un financement est prévu en cas de survenue d'une crise sanitaire, 37 500 jusqu'à 75 000 € en fonction de la taille de la CPTS. Dans cet avenant est prévu un troisième point pour simplifier le financement de la mission socle 1. Au lieu d'un volet fixe plus un volet variable plus une compensation des professionnels de santé plus un financement spécifique, le troisième et quatrième volet sont supprimés et le volet fixe est augmenté 55 000 € jusqu'à 105 000 € selon la taille de la CPTS et le volet variable 25 000 € pour une taille 1 jusqu'à 45 000 € pour une taille 4. Donc c'est une simplification du financement mais aussi une augmentation de l'enveloppe. L'objectif de cet avenant est clairement d'augmenter le nombre de CPTS ayant signé l'ACI. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter, je suis Guillaume Racle, j'ai l'habitude de dire que la semaine, je suis un administratif, c'est-à-dire que je travaille pour un syndicat de pharmaciens. Je suis délégué à l'économie et à l'offre de santé pour un syndicat de pharmaciens. Donc, je m'occupe en gros des négociations avec l'assurance maladie et avec le ministère. Et le week-end, je suis praticien. Donc, je travaille dans une pharmacie pas très loin de chez Vincent et on fait tous les deux partie du même exercice coordonné de la CPTS Nord-Est. Je les remercie pour cette invitation. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, très concrètement, je vais essayer d'être concret et de vous dire si vous avez une volonté de mettre en place des protocoles de coopération, notamment permettre la prise en charge directe de certaines pathologies, comment faire. Donc, l'introduction et les prérequis. Donc, il faut bien comprendre que les protocoles de coopération, c'est ce qu'on appelle une délégation, c'est-à-dire qu'on a un concept de délégué et de délégant. Donc, le délégant, souvent, c'est le médecin et le délégué, c'est un professionnel de santé qui peut être pharmacien, infirmier ou kinésithérapeute. Le deuxième prérequis, c'est l'exercice coordonné. Donc, il faut appartenir soit à une équipe de soins primaires, un centre de santé, une MSP ou une CPTS. Ça, c'est le deuxième prérequis. Sur le troisième, on est sur le fait de disposer d'un protocole pour cette pathologie. Donc, soit il existe un protocole national, on va en parler juste après des protocoles nationaux inhérents à votre profession qui existent, soit on peut élaborer au niveau local un protocole, et ça c'est un concept qui est relativement nouveau et qui est extrêmement intéressant, agile et flexible, sur une pathologie qu'on souhaite prendre en charge au niveau local et qui n'est pas forcément prévue au niveau national. On va revenir dans le détail. Une fois qu'on a ces trois premiers éléments, on intègre ce protocole au projet de santé de la structure coordonnée. On forme les professionnels à ce protocole. On se déclare sur la plateforme Démarche Simplifiée, qui est une plateforme en 10 minutes, c'est fait. C'est une plateforme gouvernementale. Et après, on peut pratiquer. Donc, vraiment quelque chose qui est à la portée de tous les praticiens, qui est extrêmement intéressant, qui crée du lien et qui peut permettre à la fois d'améliorer l'accès aux soins pour un certain nombre de pathologies et à la fois de libérer du temps médical.
Il faut bien comprendre que ces protocoles nationaux, donc, ils sont décidés par ce qu'on appelle le CNCI, qui est le Comité national de coopération interprofessionnelle, auquel l'ensemble des syndicats, des collèges et des ordres professionnels participent, qui est quelque chose d'interprofessionnel, et que chaque année, il y a une dizaine de protocoles qui sont élaborés, toutes professions confondues, avec une répartition plus ou moins homogène selon les professions, mais quelque chose qui va avoir une montée en charge d'année en année. Aujourd'hui, tu me couperas Vincent, mais moi, à ma connaissance, il existe 2 protocoles nationaux pour votre profession. Donc, actuellement, le seul écueil à cela, c'est que ces protocoles nationaux, pardon, je fais une petite parenthèse, ils peuvent avoir 2 origines. Soit c'est des protocoles locaux qui sont devenus nationaux, donc c'est le cas de ces 2 protocoles, soit c'est des protocoles qui ont fait l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt, donc en gros un appel à candidature, et il y a des candidats qui ont élaboré un protocole. Donc actuellement, 2 protocoles nationaux qui existent, c'est des protocoles qui étaient locaux de base, qui avaient été élaborés dans une MSP et qui sont devenus nationaux et qui sont généralisés. Donc c'est pour ça qu'en l'état actuel des choses, on a 2 protocoles nationaux qui sont pour des centres de santé et MSP. Et aujourd'hui, on a un sur la torsion de cheville et un sur la douleur lombaire aiguë. Et si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver facilement sur Internet avec toutes les modalités inhérentes à ces protocoles. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Vincent. Non, oui, très bien. Actuellement, on ne peut pas les utiliser en CPTS, mais logiquement, en 2022, on pourra les utiliser. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, l'appel à Minsk. Donc ça, c'est des protocoles qui datent de 2020 ou 2021. J'ai la chance de participer à ce CNCI et de mémoire, il a été mis dans les thématiques prioritaires de 2022, l'élaboration de protocoles. Donc c'est plus l'adaptation de ces protocoles qui existent déjà au CPTS. Donc normalement, en 2022, ça sera le cas et toutes les CPTS pourront avoir accès à ces protocoles. Donc, une fois qu'on a trouvé un protocole, s'il existe, on est dans ce cas-là et qu'on a un protocole national, on déclare son équipe de soins. Donc, déclare sa structure comme donnée, comme exécutante de ce protocole de coopération. Donc, c'est une démarche très simple sur le site. Là, je vous ai mis le site Internet. Et à partir de ce moment-là, dès la déclaration, on peut le mettre en œuvre. Sur l'aspect financement, sur les protocoles nationaux, on a un arrêté, un décret assez clair. Donc aujourd'hui, c'est un financement qui est à la structure d'exercice coordonné. Et après la structure d'exercice coordonné, elle fait la répartition qu'elle souhaite de ce montant. Donc aujourd'hui, ces 2 protocoles sont rémunérés à l'échelle de 25 € et aujourd'hui, c'est 25 € pour l'épisode de soins, c'est-à-dire l'épisode de soins comprenant le délégant, le délégué, éventuellement les systèmes d'information inhérents à cela, etc., etc. Donc après, la répartition, elle est faite comme la structure le souhaite aux professionnels de santé qui ont exécuté ou qui ont été mis dans la boucle de ce protocole. Vincent, tu me disais que généralement, toi, tu avais eu d'autres confrères, d'autres URPS qui disaient qu'il y avait une ventilation de 20 € pour le délégué. En fait, il faut partager l'argent entre le médecin qui va lire notre bilan et prendre en charge le patient s'il y a un critère d'exclusion et nous, kinés. Donc, les 25 €, par exemple, nous, si on prend en charge le patient et qu'il n'y a pas de problème, on prend les 20 €, on fait un bilan et on peut considérer, si on est d'accord avec le médecin, que le médecin ait 5 € pour la lecture du bilan. Et après, il faut imaginer s'il y a un critère d'exclusion lors de notre bilan, le patient va chez les médecins et donc là, il faut rediscuter avec le médecin. Et ce que je veux dire, c'est que 25 €, c'est pas assez. Donc, c'est pour ça à l'heure actuelle, il faut négocier pour avoir plus, essayer de trouver des solutions pour avoir de nouveaux modes de rémunération supplémentaires. Et par exemple, la CPTS imaginons, on peut également rémunérer l'astreinte, la garde. Ça peut être une possibilité. Oui, effectivement, tu as raison. Ça, c'est l'enveloppe qui est donnée, on va dire, forfaitairement pour chaque épisode de soins par l'assurance maladie. Après, rien n'empêche la CPTS, à un moment, dans son projet de santé, de prioriser la mise en place de ces protocoles, notamment sur l'axe soins non programmés ou accès médecin traitant, enfin accès aux soins de façon générale, et de dire, moi, pour inciter les professionnels de santé à mettre en place ces protocoles, de façon fixe, je mets 500 € par an ou je mets 300 € par an par professionnel de santé et par protocole. Voilà, ça peut être intéressant de mixer comme ça en disant, pour votre implication et votre mise en place de ce protocole dans votre structure de soins,
Vous avez à l'année, peu importe le nombre d'épisodes de soins que vous avez, tant d'euros, donc par exemple 500 euros. Et puis, en plus de ça, vous avez 20 euros par épisode de soins et puis 5 euros pour le médecin, par exemple, qui lui réceptionne l'information, l'intègre dans son dossier, etc., etc. Il y avait une question dans le chat qui dit 25 euros plus l'acte. Non, de mémoire, ça marche pas comme ça serait trop beau. Effectivement, c'est 25 euros pour la prise en charge initiale. Après, je suppose, ça c'est pour la primo-prise en charge. Après, s'il y a d'autres séances à faire à la suite, je pense que vous revenez sur des actes de cotation plus classiques. Oui, oui, dans l'expérimentation, nous pouvons ensuite prescrire, par exemple, un arrêt de travail et nous pouvons prescrire des séances de kiné. Et donc là, après, on repart dans le système classique conventionnel. Exactement, exactement. Imagerie, ça, je ne suis pas sûr. Je pourrais vous envoyer les protocoles si ça vous intéresse. Je pourrais vous mettre les liens. Et après, dernier point sur ça. Donc, bien sûr, ces protocoles, voilà, on va dire entre nous, l'idée globale de ça, c'est que demain, ça soit généralisé à tous les kinés, même hors des exercices coordonnés. Souvent, comment ça se passe? C'est un protocole local qui a une bonne évaluation et qui a des indicateurs pertinents et performants, qui devient national. Et après, éventuellement, ça passe dans le droit commun. Ça passe dans la convention un peu plus classique et ça sort de cet aspect dérogatoire, on va dire, du champ. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi une déclaration annuelle des indicateurs de suivi. Je vous en parlerai un petit peu plus dans les protocoles locaux. Et souvent, c'est les mêmes indicateurs de suivi qui sont des indicateurs assez simples, voilà, de prise en charge. J'ai mis les logigrammes de ces deux protocoles. Bien sûr, les protocoles ils sont un petit peu plus complets. L'idée, c'est toujours avoir une certaine phase d'analyse avec des critères d'exclusion. Donc, c'est commun avec toutes les professions et tous les protocoles. On a des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. Soit on a une réorientation médecin, soit on a une prise en charge directe. Et puis après, comme je vous l'ai dit, c'est à la fois une délégation qui permet finalement aux délégants de déléguer un pouvoir, entre guillemets, aux délégués. Donc, notamment, le pouvoir de prescription d'un arrêt de travail, le pouvoir de prescription d'un certain nombre de molécules ou d'un certain nombre d'actes de soins. Donc, ça, c'est vraiment l'idée. Après, on va parler des protocoles locaux. Mais c'est pareil, les protocoles locaux, une question disait, est-ce qu'on peut prescrire de l'imagerie? Demain, si vous réfléchissez à un protocole local et que le délégant, donc le médecin généraliste, a un pouvoir de prescrire de l'imagerie, il peut vous transférer ce pouvoir, cette compétence, je ne sais pas si c'est un pouvoir, une compétence, et vous êtes capable après de prescrire cette imagerie. Voilà, souvent c'est des ordonnances qui vous sont pré-remplies et prédéfinies et vous utilisez ces ordonnances du délégant, vous en les complétant pour avoir ce pouvoir-là et pour pas que ça bloque au niveau des caisses de remboursement. C'est clair? Oui, c'est clair, merci. Après, les personnes pourront se procurer les documents et vous êtes en lien avec l'URPS pour poser toutes les questions. Vous en poserez tout à l'heure et vous pourrez les poser régulièrement. Comme je vous l'ai dit, deux protocoles nationaux aujourd'hui plus ou moins restrictifs. Demain, ces protocoles devraient être élargis et puis d'autres devront arriver, je pense, sur d'autres thématiques dans les prochaines années. Mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas satisfait de ces protocoles nationaux, vous pouvez élaborer au niveau local, donc c'est-à-dire au niveau de votre structure d'exercice coordonné, un protocole local. Donc, ça a été très simplifié et c'est extrêmement agile et pertinent. Ça a été fait par la loi RIS, qu'on appelle la loi aussi post-Ségur. Donc, au moment où vous avez des situations que vous rencontrez, vous avez un délégant, pour le coup, c'est souvent un médecin généraliste qui est partant. Vous, un délégué qui est aussi partant. Vous mettez d'accord sur une pathologie, une thématique au choix. Par exemple, avec Vincent, on avait discuté éventuellement de faire l'épaule douloureuse ou la cervicalgie, ou ça peut être d'autres thématiques. Ça, il ne faut pas oublier, c'est là, il y avait une question sur le SAS tout à l'heure. Ça peut être un protocole sur du soin non programmé, mais pas seulement. Ça peut être aussi sur du parcours. La notion de protocole, c'est pas seulement des protocoles de soins non programmés ou d'accès direct. Ça peut être sur un tas de thématiques où à un moment, il y a besoin de déléguer une compétence à un délégué, pour le coup, et ça peut être le cas. Si je prends mon exemple de pharmacien, ça peut être un protocole où à un moment, on a un patient diabétique où on se met d'accord avec le médecin sur une cible thérapeutique, une cible de critères biologiques à atteindre, et puis derrière, le médecin dit, moi, pour m'économiser du temps médical, tous les mois, vous contrôlez son bilan biologique, et puis vous adaptez, si le bilan biologique varie dans tel sens, vous adaptez le médicament dans tel sens, etc., etc. Donc là, on n'est pas forcément sur du soin non programmé comme l'infection urinaire ou la conjonctivite, mais on est sur du parcours de soins et sur améliorer la performance, la réactivité de ces parcours de soins. Ça peut être quelque chose, il y a vraiment un champ des possibles qui est très large. Une fois qu'on a identifié cette thématique, on remplit un protocole vierge
Donc, je vais vous mettre la slide d'après. En cohérence avec les recommandations, il faut d'abord se mettre dans la grille du protocole vierge. Ça fait 3-4 pages où il faut remplir ses critères d'exclusion, ses critères de transmission d'informations, etc., etc. Et puis, bien sûr, il faut remplir cela avec des recommandations HS ou des recommandations de sociétés savantes, ce qui a tout à fait du sens et ce qui me paraît normal. Donc voilà. Et puis, une fois qu'on a fait ça, donc c'est extraordinaire avec ces protocoles locaux, c'est qu'une fois qu'on a élaboré ce protocole local, voilà, en respectant ces petits items, on déclare ce protocole sur le site des marches simplifiées et on peut l'appliquer immédiatement. C'est-à-dire, on n'a pas le temps administratif qui est parfois rebutant et effectivement, on peut l'appliquer immédiatement. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Il est transmis pour information aux ARS, aux collèges nationaux professionnels concernés, mais il est applicable immédiatement. Le financement, quant à lui, on n'a pas de financement national comme c'était le cas pour les protocoles nationaux. Donc, on va être sur un financement par la structure d'exercice coordonné. Donc, soit sur ses fonds propres, si la structure souhaite le financer sur ses fonds propres, ou soit le courant, c'est financement par le FIR, donc le Fonds d'investissement régional, qui est en gros une demande à l'ARS. Donc voilà, on a déposé ce protocole, on veut le faire financer par l'ARS, on peut le faire financer par l'ARS, ou sinon, effectivement, on peut aussi, s'il y a des cotations dans la profession qui existent, on peut rester sur le droit commun de cotation en tant que tel. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, donc ça, extrêmement intéressant. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, il ne nous reste plus qu'à parler des indicateurs de suivi. Donc, les indicateurs de suivi, il ne faut pas voir ça comme une lourdeur administrative supplémentaire. Il faut voir ça vraiment comme le moyen, entre guillemets, de faire ses preuves et de, oui, bien sûr, aussi un article 51. Mais pour en avoir co-rédigé 2 ou 3, je me souhaite bon courage pour les articles 51 parce que c'est extrêmement long à mettre en place. Et c'est vrai que ça nous demande un temps administratif qui est incalculable. Donc, mais bien sûr, on peut. Et tous les financements sont possibles. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, sur les indicateurs de suivi, ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment voir ça comme finalement montrer que c'est sécurisé, ça fonctionne, ça a un intérêt patient et que demain on a besoin de généraliser ça, on a besoin que ça rentre dans le droit commun. En fait, c'est vraiment la possibilité de faire ses preuves et de lutter contre certains corporatismes et de montrer que ce corporatisme n'est pas justifié et que finalement on ne met pas en danger le patient, ça améliore le système de santé et c'est extrêmement bénéfique pour l'ensemble d'entre nous. Donc ces indicateurs, c'est très simple. C'est le nombre de patients qui ont bénéficié de ce protocole, le taux de reprise par le délégant, c'est-à-dire le fait que combien de fois vous avez réorienté ou que votre accès direct n'a pas suffi et que le médecin il a dû reprendre entre guillemets le patient derrière, le taux d'effet indésirable déclaré, voilà, c'est indésirable, ça peut exister dans toutes les professions, et puis le taux de satisfaction des professionnels de santé. Donc voilà, 4 critères qui sont relativement simples et c'est vraiment quelque chose d'homogène et à faire remonter une fois par an. Et c'est vrai que dans cette rémunération globale, on peut aussi imaginer que la structure d'exercice coordonné rémunère le professionnel de santé pour collecter et faire remonter, ça peut être aussi un argument de collecter et faire remonter ces indicateurs qui prennent finalement un peu de temps à collecter, à faire remonter. Voilà, donc je vous ai mis mes contacts si vous avez des... Enfin, je peux vous répondre à votre question en direct. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, en fait, l'idée, c'est d'entrer dans les CPTS et créer des protocoles de coopération dans la région. L'URPS sera là pour vous aider. Nous pouvons communiquer plus facilement avec l'ARS. Ensuite, il y a une deuxième chose aussi, c'est que vous avez vu que les députés et les sénateurs ont voté pour l'expérimentation de l'accès direct dans 6 départements tests. L'URPS a envoyé un message à l'ARS et au ministère et le directeur de l'ARS nous soutient pour qu'au moins un département se situe dans la région Hauts-de-France. Faire un petit tour de table et se présenter très rapidement et ensuite on répondra à toutes les questions. Je vais laisser la parole à Vincent Jalut pour se présenter. Alors, Vincent Jalut, kiné dans l'Oise à Gouvieux, avec mon épouse à côté, Céline Le Boisselier, aussi kiné dans l'Oise à Gouvieux. On est actuellement sur un projet MSP et on a une CPTS en constitution qui potentiellement pourrait signer l'ACI l'année prochaine. La lettre d'intention a été acceptée et
voilà, sur la CPTS. Et personnellement, je suis élu à l'URPS des Hauts-de-France, masseur kinésithérapeute. Merci. Alexandra? Bonjour à tous. Alors, Alexandra William, Martin, je travaille à Cambrai depuis maintenant 2 ans et demi. Je suis la vice-présidente de l'URPS. Alors, nous, on a une CPTS qui est constituée, donc les accords sont signés. Donc, c'est la CPTS du Cambrésis. J'ai assisté à l'Assemblée générale il y a peu. Nous, le problème d'une ville de moyenne taille, on sent bien que c'est d'attirer des jeunes médecins, parce que voilà, on a un grand manque de médecins, enfin voilà, une population vieillissante de médecins qui ne sont pas remplacés. Et là, clairement, à l'Assemblée générale, on a bien senti que le débat était complètement centré sur les médecins. Voilà, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de kinésithérapeutes qui se sont investis dans cette CPTS pour l'instant, bon, on sent bien que les projets de coopération, on n'en est pas encore là, mais voilà, en tant qu'élu RPS, je suis là voilà, pour suivre bien sûr les dossiers nombreux et multiples, mais surtout à titre aussi personnel, parce que j'espère qu'à un moment, les kinés s'investiront et qu'on pourra développer aussi des protocoles de coopération. Bon, là, j'ai réussi à faire adhérer mes nombreux collègues, puisqu'on a un cabinet de 11 kinés. D'ici à les traîner en assemblée générale, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, au moins, les informations qui ont été données ce matin sont déjà bien intéressantes. Voilà, merci. Merci Alexandra. Oui, le problème, c'est d'inviter les kinés à aller aux réunions de CPTS. Donc Guillaume, je ne sais pas si tu m'entends, mais moi, dans la CPTS Nord-Rennes, j'ai beaucoup de mal, mais Alexandra, je pense qu'elle aura aussi beaucoup de mal Oui. à attirer les 10 autres kinés. Voilà. Les infirmières, ils vont facilement, je pense, les pharmaciens plutôt aussi, les kinés un peu moins. C'est un avis, je n'ai pas de statistiques, hein, mais c'est une impression. Oui. En fait, il faut les... Bon, ça peut toujours faire peur, ce type d'exercice coordonné, parce que finalement, on a l'impression de perdre un peu sa liberté, on ne voit pas trop l'intérêt, pas trop le sens. Mais à un moment, si vous proposez des initiatives concrètes qui vont modifier et leur permettre des choses très concrètes dans leur pratique, ça va tout de suite, je pense, les intéresser. De la chose qui paraissait comme une unité administrative sans grand intérêt et encore une initiative, ça devient tout de suite plus concret. Et je pense que ces gens-là, vous allez les attirer par les projets et par des actions concrètes. Donc voilà, il faut avoir une capacité de conviction et petit à petit, je pense que vous allez réussir à les motiver. Ça marche. Merci Guillaume. Jean-François, tu peux continuer. Donc Jean-François Hiller, kinésithérapeute impliqué dans une CPTS, celle de la Marque, qui couvre Villeneuve-d'Ascq, Ouascal et Croix, et puis membre de l'URPS. Et puis je dirais ce que tu disais par rapport à l'implication des gens. Je pense que les infirmières sont beaucoup plus habituées à travailler avec les médecins en équipe parce que leurs gestes font qu'elles sont obligées souvent d'avoir recours à des explications de ce que le médecin a bien voulu demander parfois. Et puis les pharmaciens, c'est pareil, hein, ils ont une tendance à plus travailler. Nous, on a peu de contact, et c'est un tort, hein, je le pense depuis très longtemps. On a peu de contact avec les médecins, nos bilans ne sont pas suffisamment utilisés. Et ça, c'est un petit peu la différence. On est capable de survivre dans notre coin et de survivre plutôt pas mal par rapport à d'autres professions qui ont beaucoup plus faim que nous, je dirais. Oui, je suis d'accord avec toi, Jean-François. Je vais laisser la parole à Lisa. Oui, bonjour. Alors moi, je travaille dans le sud de l'Aisne. On est un peu seul au monde. Hein. Donc, les CPS, c'est très loin de nous, en fait. Je fais partie quand même du réseau bronchiolite avec mes collègues. On arrive à gérer 2-3 trucs. Mais voilà, d'où ça m'intéressait de pouvoir écouter, entendre et essayer de mettre des choses en place aussi, quoi. Merci. Maxime? Oui, donc moi je suis kiné libéral à Ouascal et je suis secrétaire de la CPTS de la Marque, la même que Jean-François. Je voulais dire que je suis assez atterré en fait du peu de personnes connectées ce matin parce que je suis assez inquiet en fait pour notre profession. Je pense que vous avez une tâche vraiment lourde et difficile à l'URPS. Parce que j'ai vraiment l'impression que nos confrères ne prennent pas conscience de ce qui est en train de se passer et du virage qu'il faut prendre
et qu'on est vraiment dans une période de transition. Moi, ça fait des années que j'essaie de fédérer aussi autour de moi là, à Wascal. J'essaie de créer un réseau local, voilà. J'essaie d'animer un petit peu des actions locales depuis pas mal de temps et c'est très, très, très difficile. Et là, c'est pareil, la CPTS, je suis arrivé là un peu par hasard et finalement, ça se passe super bien. Ça se passe très, très bien. On est trois kinés dans le conseil d'administration. En fait, l'idée, on est en plein dedans, donc c'est pour ça que ce webinaire nous intéresse beaucoup, cette visio, parce qu'on voudrait se servir justement de cet argument d'accès direct pour réussir à fédérer et à faire venir les kinés dans la CPTS. Parce que je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait les attirer au même titre que, par exemple, le sport sur ordonnance. Voilà, ces choses-là, je pense que ça pourrait aider ça pourrait les intéresser. Parce que le problème, c'est que moi, à chaque fois que j'en ai parlé, là, j'en ai parlé pas mal autour du cabinet, à des confrères, ils comprennent pas. En fait, ils voient pas l'intérêt de ça. Ils ont leur agenda comme nous qui sont pleins. Ils ont une liste d'attente et ils se disent pourquoi je m'embêterais? De toute façon, ça marche bien, ça tourne bien, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, c'est une vision qui est quand même un peu inquiétante et un peu fort restreinte, je pense. Mais on ne désespère pas, hein, voilà, on va bosser pour, quoi. Mais c'est un petit peu inquiétant quand même, je trouve. Je suis totalement d'accord avec toi, Maxime. Et donc, le diagnostic que moi je faisais déjà avant, mais encore un peu plus depuis 6 mois en tant que président du RPS, c'est quand on pose la question au kiné, voilà, l'agenda est plein. Là, à Noël, Nouvel An, on va recevoir 10, 20 appels, 30 appels tous les jours. Et en fait, il faut avoir la capacité de voir l'avenir et peut-être de diminuer certains soins actuellement pour aller vers d'autres soins, vers la prévention, vers l'accès direct. Et il faut faire cette bascule et il faut être capable de la faire. Et moi, je pense que les pharmaciens sont plus malins que nous. Mais après… Pour aller dans ton sens, j'ai mis sur le réseau, il y a quelques mois, une proposition qu'on se rencontre avec les kinés de Wascal pour qu'on puisse essayer de s'organiser pour répondre aux soins qui sont pas programmés, qui ont du mal à trouver une réponse. Et en fait, toutes les réponses que j'ai eues, alors j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais celles que j'ai eues, c'était de dire, de toute façon, les gens qui appellent, quand on n'a plus de place, on n'a plus de place. Voilà. Et c'est tout. Donc, c'est pas possible, on peut pas raisonner comme ça. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que si nous, on répond pas à cette demande, d'autres vont y répondre. Et après, c'est fini, quoi. Je veux dire, il faut qu'on montre notre utilité et notre capacité à répondre à cette demande. C'est impératif pour moi. Après, il y a un triage aussi à faire, entre guillemets. Je pense que nous devons faire des bons bilans et nous devons avoir la capacité de dire que parfois, ce patient, peut-être que ça serait plus intéressant qu'il aille voir un psychologue. Je ne sais pas, mais parfois, pas toujours, mais parfois. Donc, si on fait un bon bilan et on réoriente le patient, on aurait du temps pour l'accès direct et la prévention. Si je vais être un peu… tu connais ma franchise, Vincent, et je pense que il faut pas vous méprendre, c'est pas du tout ce que je vais dire, une attaque ou quoi qu'est-ce. Mais on sait que dans toutes les professions qui sont rémunérées à l'acte, à un moment, le système de la rémunération à l'acte a un biais. C'est-à-dire, la rémunération à l'acte fait qu'à un moment, on est tenté de faire toujours plus d'actes, voire à un moment, des actes pas forcément des plus justifiés. Ce que tu décrivais, voilà, des actes qu'on fait parce que le patient veut revenir, mais on ne voit pas forcément d'amélioration et que finalement, on fait toujours ces actes. Mais ce qui est humain, parce que finalement, il y a un système de rémunération et que finalement, on est poussé à faire ça. Donc, à un moment, il faut regarder comment on arrive à libérer du temps de praticien. Est-ce que c'est par réorienter, comme tu le dis, Vincent, ces patients vers d'autres prises en charge, parce que la prise en charge en kinésithérapie n'est pas forcément adaptée, n'est plus forcément adaptée. Est-ce que c'est se libérer du temps administratif en prenant, je sais pas, nous, par exemple, le temps, tout ce qui est dédié au tiers payant ou à la gestion du tiers payant. Moi, j'ai fait le choix dans ma pharmacie de le sous-traiter parce que je considère qu'on n'a aucune valeur ajoutée à faire ce temps administratif et finalement notre plus-value est sur du temps pharmaceutique et de l'acte pharmaceutique à haute valeur ajoutée.
Voilà, à un moment, comment on arrive à faire ça. Et puis, c'est ce que permet aussi les CPTS, c'est sortir un peu de ce tout acte, voire tout acte qui a un biais, comme je vous l'ai dit. Et demain, il faut pas se leurrer, demain, la volonté politique, elle est double. D'une part, il y aura des CPTS partout, parce que c'est une promesse électorale d'Emmanuel Macron en disant l'exercice isolé n'existera plus en 2022. Donc là, on a peut-être pris un peu de retard, mais on est quand même sur une grosse montée en charge. Pour vous donner des chiffres très récents, on est à 170 CPTS qui ont signé leur accord ACI, 850 qui ont signé ou sont en cours de création. Donc l'objectif de 1000 CPTS n'est pas très loin. 850 CPTS, ça fait 60 millions de personnes de couvertes par les CPTS. Donc ça, voilà, déjà cette forte volonté politique de créer cette structure-là. Pour l'instant, c'est fortement incitatif, c'est sur le volontariat, etc., etc. Mais demain, ça va devenir de plus en plus coercitif. Les augmentations de rémunération, tout ce qui va être de l'ordre de la croissance de la rémunération, diversification des activités et des modes de rémunération de demain, va venir des structures coordonnées. On le voit, c'est le cas pour les protocoles de coopération, pour des nouvelles activités. C'est le cas si on veut bénéficier d'un certain nombre d'items de ROSP. C'est le cas si on veut avoir des dédommagements de la part de la CPTS. Tout ça va faire que si à un moment on ne rentre pas, si vous, les kinés, vous ne rentrez pas dans les structures coordonnées et au-delà de rentrer, vous soyez force de proposition et moteur, bah, finalement, vous allez vous retrouver un peu exclu de toute nouvelle valorisation économique et de toute nouvelle activité. Pour vous dire voilà, vraiment l'importance et presque l'urgence à être moteur dans ce CPTS, parce que sinon, à un moment, vous allez être bloqué à la fois par les évolutions économiques, parce que on sait que les conventions monoprofessionnelles, de plus en plus, et d'autant plus en sortie de crise, ça va être de plus en plus compliqué de valoriser plus monoprofessionnellement les conventions. Et deuxième part, il y a une forte volonté de gagner en efficience collectivement par la coopération. Donc les budgets ils vont être clairement mis sur cette structure-là. Donc vous allez être bloqué au niveau économique et après bloqué au niveau aussi évolution métier. Donc pour moi, c'est vraiment majeur que vous investissiez dans ces structures coordonnées. C'est aussi, je pense, le boulot de l'URPS d'aller convaincre sur le terrain et d'aller peut-être faire des réunions locales sur le terrain pour aller expliciter et emmener tout le monde, tous les kinés des Hauts-de-France dans les coopérations. Non, mais c'est l'idée. L'idée, c'est d'inviter les kinés à entrer dans les CPTS et avoir plus d'informations également au niveau de toutes les CPTS des Hauts-de-France. Et ça, c'est un travail aussi en interpro avec les URPS médecins, pharmaciens, infirmiers et autres. Je vais laisser la parole à Benjamin. Bonjour à tous, donc Benjamin Casbas, je travaille au nord d'Amiens et on est en train de créer notre CPTS. Donc on a déjà eu la réunion d'information, on a bien avancé sur le territoire et au moment où on fait les statuts et le règlement intérieur. Je suis également élu à l'URPS et pour ma part, oui, je suis un peu convaincu de tout ce que vous venez de dire. Je reprends volontiers tout ce que vous venez de dire, en particulier le fait de s'approprier notre destin et de participer au CPTS. Après, je pense en effet aussi qu'on a tout intérêt à communiquer entre les CPTS, puisque les organismes desquels on dépend, eux, communiquent bien. Et je pense que ça peut être intéressant justement de valoriser. Alors moi, je suis arrivé au CPTS par le versant de la prévention. Je suis aussi convaincu que la prévention a un rôle à jouer très très important dans le fait de libérer nos emplois du temps et dans le fait de réorienter un petit peu nos prises en charge. Et pour revenir sur la CPTS, nous, pour l'instant, la création de notre CPTS est vraiment chapeautée par l'URPS médecins libéraux. Et c'est compliqué d'avoir la communication inter-CPTS en passant par les organismes classiques. C'est-à-dire que moi, pour avoir des communications avec les autres CPTS déjà existantes ou en cours de création, j'étais obligé de faire d'aller à la pêche au mail et de communiquer au cas par cas. Donc, je pense que sur ce versant-là, actuellement, ça peut être intéressant de développer de la communication en interne, profession par profession, j'entends. Interprofessionnel, très très bien, je suis convaincu que c'est évidemment nécessaire, c'est presque le but des CPTS, mais aussi au sein de notre propre profession, à travers différents territoires.
Après, c'est mon avis et c'est ce que je ressens au point où on en est dans notre CPTS, en tout cas. Voilà. Merci Benjamin, tu as raison. Isabelle. Donc, Isabelle Chevandier, je suis kiné exerçant toute seule dans un village au croisement Nord-Somme-Aisne-Pas-de-Calais. Il y a 2 kinés dans notre secteur qui viennent d'arrêter, donc on est déjà super débordés. Moi, je travaille toute seule, je suis super débordée. Mais il y a 3 semaines, j'étais à la réunion de signature de l'Assemblée générale de notre CPTS. Donc, nous, on n'a pas fait de CA, mais on est 12 dans le bureau. Et il y a 3 kinés, 2 médecins, 3 kinés, 3 pharmaciens, une diététicienne, une EHPAD. Donc, dans d'autres secteurs, les EHPAD, c'est important et il n'y en a pas assez, mais il n'y a pas assez de grand-chose. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Moi, je suis très orientée cancer du sein et de plus en plus aussi, et j'aimerais vraiment, vraiment améliorer la prise en charge, au moins dans notre secteur. Après, si on peut aider à travers les formations sur les autres CPTS qui vont se mettre en route, pourquoi pas. Je fais le DU du sein à Nantes actuellement. Donc, j'espère pouvoir améliorer l'écoute, parce que moi, je travaille toute seule, et même les médecins alentours. Le médecin généraliste qui est président de notre CPTS, il envoie un bébé chez l'ostéopathe, en fait. Donc, il y a beaucoup de communication à faire avant de mettre en place des projets, je pense. Merci. Ensuite, Paulo Valerio. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je valide tout ce qui a été dit. Alors, donc, je suis kiné à Amiens, dans une maison médicale un peu particulière où on regroupe du privé et du public, et puis avec SOS Médecins. Et je suis aussi vice-président de la CPTS Grand Amiens, qui est une taille 4. Nous, ça fait déjà plus d'1 an qu'on fonctionne. Et la problématique que vous relevez d'intégrer les kinés, elle est flagrante, parce qu'on a du mal à fédérer notre profession, on est chacun dans notre coin. Les médecins, ce n'est pas le cas, ils ont compris tout de suite comment ça allait fonctionner et qu'il fallait être dans le game, en gros, et les infirmiers aussi. Alors comment ils ont réussi à se coordonner? C'est parce que l'ARS, chez nous, nous a proposé, nous a imposé, entre guillemets, de faire un centre de vaccination, ce qui fait que ça a fédéré déjà 2 professions, les médecins et les infirmiers. Donc, ils sont tous regroupés, tout le monde se connaît et tout le monde a adhéré à la CPTS. Kiné, c'est un peu compliqué, on ne comprend pas, comme on disait, on pense que c'est politique, enfin, en tout cas, il y en a qui pensent que c'est politisé ou syndiqué. Donc, il y a eu un gros travail, en tout cas, en ce moment, j'essaie de travailler là-dessus, sur les kinés d'Amiens, un gros travail pour essayer de dédramatiser, vraiment, hein, parce qu'il y a une grosse réticence de la profession. Comment on a réussi là à faire rentrer quelques kinés en plus dans la CPTS Grand Amiens? C'est par le biais du réseau Bronculite. Donc, je fais partie aussi de ce réseau-là, et avec la coordinatrice, on a demandé à faire une rencontre CPTS et du réseau Bronculite qui fonctionne déjà sur le département. Du coup, les référents sont venus, on a discuté, ça a répondu à pas mal d'attentes, et en tout cas à des interrogations qu'ils avaient, des peurs et des craintes. Et au final, on va travailler sur de l'adressage, sur le flyers pour les patients qui viennent en consultation. On va travailler sur des lettres d'adressage pour les médecins avec les bilans, histoire d'augmenter cette visibilité-là. Alors, du fait qu'on ait rassuré quelques kinés par ce biais-là, ça a créé une émulation. Il y a eu beaucoup plus de kinés qui ont adhéré à la CPTS. Et au final, c'est le début, en tout cas, d'une sorte de fédération professionnelle sur le territoire du Grand Amiens. Fort de cette expérience-là, on espère justement mettre en place les protocoles de coopération. La coordinatrice y joue beaucoup, la coordinatrice de la CPTS. L'idée, c'est d'essayer de ne pas être médico-centré, on en parle souvent, et justement, on a quelque chose à jouer là-dessus. Et si on a de la ressource, et puis si on a en face une bonne coordinatrice qui est ouverte, justement, nous, la nôtre, c'est une infirmière libérale, elle travaille encore le vendredi et les week-ends en libéral, elle a encore un pied sur le terrain. Donc, du coup, elle ne veut pas être déconnectée de ce qui se passe. Et justement, elle essaie de ne pas être médico-centrée. Elle est à fond derrière les kinés. Donc, nous, on va travailler sur le réseau cœur en local, sur la population d'Amiens, du Grand Amiens. Par extrapolation, ce qu'on met en place sur les courriers d'adressage et le petit flyers, par extrapolation, on proposera ça à d'autres CPTS. C'est pour ça, Benjamin, ou même vous autres, hein, si vous le souhaitez, on pourra à l'avenir, quand ce sera fait, diffuser ça, parce que l'idée, c'est qu'un projet ou une action menée dans une CPTS puisse aussi être prise par les autres CPTS et pas avoir du travail en doublon.
c'est aussi ça qui est important, c'est qu'on travaille tous sur des mêmes pathologies, des mêmes choses, mais s'il y a un travail qui est intéressant et judicieux dans ces PTS, même du fin fond de l'Oise ou de je ne sais pas où, dans le Santerre, si c'est super, bah voilà, il faut la proposer et puis en discuter et puis le déployer sur tout le territoire. Et puis après, oui, sur le SAS, tout à l'heure, j'évoquais un peu le SAS, c'est le service d'accès aux soins qui est exclusivement à l'heure actuelle réservé, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est encore une fois médico-centré. Ici, à Amiens, c'est SOS Médecins et le SAMU qui se tire un peu la bourre, entre guillemets. Et puis la coordinatrice me disait, mais non, Paolo, le SAS, c'est ouvert aussi aux paramédicaux. Donc, le protocole d'accès direct pour les entorses de cheville et lombalgie, apparemment, pourrait entrer dans le SAS. C'est bien parce que ça dégage du temps médical, enfin, du temps de soins pour nous, ok, très bien. Ça permet d'avoir des créneaux alloués pour ces patients-là, mais sans pour autant voir que le médecin est mis de côté. Donc, moi, je trouve ça un peu dérangeant. L'accès direct peut être dérangeant par les médecins parce que c'est autant de cartes vitales qu'ils voient moins. Il faut parler plus de protocoles de coopération, c'est plus judicieux de les impliquer les médecins là-dessus. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Sinon, c'était super ce que vous avez fait. Je me permets de réagir sur Vas-y, ça. 2 éléments. Sur le SAS, effectivement, encore une fois, c'est une forte volonté politique. Aujourd'hui, c'est en expérimentation dans un certain nombre de départements, dont la Somme, dont vous faites partie, mais pas dans tous les départements de Hauts-de-France. Il y a peut-être la Somme et le 59, donc la Somme et le Nord, il me semble, de mémoire. Effectivement, la première idée, c'est le SAS, on n'est pas sur du soin d'urgence, mais on est vraiment sur du soin non programmé. Donc, on n'est pas sur les périodes de garde, mais on est plutôt sur les périodes de journée, voire de week-end, mais sur du soin non programmé. L'idée, c'est d'avoir une sorte de porte d'entrée unique pour un patient qui ne pourrait pas avoir un accès à son praticien. Et ces portes d'entrée unique, c'est une sorte de régulation qui permet d'avoir une orientation dans le système de santé pour avoir un soin dans les 24 à 48 heures. C'est ça l'idée globale. Effectivement, ce SAS, il va avoir une articulation avec les CPTS. Finalement, il y aura une articulation entre les services de régulation des soins d'urgence, voire avec un numéro unique, comme c'est envisagé, et la ville. Et finalement, pour la ville, le correspondant, ça sera les CPTS. Et ça sera après à la CPTS d'imaginer comment elle met une réponse à la demande du SAS. Donc, cette demande du SAS, ça peut être la réponse, comme l'a évoqué l'interlocuteur précédent, ça peut être des protocoles de soins non programmés. Et effectivement, c'est tout à fait ça. Tout à l'heure, je parlais des biais de rémunération et des biais de système. Actuellement, le médecin, effectivement, il est rémunéré à l'acte. Donc, on a des rémunérations. Vous avez une rémunération, vous, kinésithérapeute, qui, entre guillemets, qui fait la compétition à la rémunération du médecin. C'est-à-dire, quand c'est vous qui voyez le patient, en direct, lui, il perd sa consultation. Donc, à un moment, il faut imaginer comment on arrive à gommer ces écueils, à gommer ces biais de rémunération. Donc, c'est notamment, pourquoi pas, avoir une incitation dans le cadre de la CPTS pour que les médecins puissent réorienter direct ou finalement puissent avoir un petit dédommagement, pour la somme perdue et pour réceptionner l'information. Donc, c'est d'où l'idée par exemple, si on est sur les 25 €, d'avoir 20 € pour le kinésithérapeute et 5 € pour le médecin, qui lui, le médecin, déjà, il passe moins de temps. Et puis, le temps qu'il passe à réceptionner l'information, à l'intégrer dans son dossier, voire après à vous solliciter pour quelques questions, il a un petit dédommagement. Donc, voilà, ce qui peut être l'idée, ça peut être très concrètement de dire, on a mis un protocole de coopération en place. Le médecin qui adhère à ce protocole de coopération, il a un forfait annuel pour dédommagement. Et puis, à chaque fois qu'il reçoit une information d'un patient, il l'a pris directement en place, il peut aussi avoir une partie de cette enveloppe. Donc voilà, on ne va pas se mentir, le principal écueil, c'est pas, on dit oui, ça peut être dangereux, enfin, on prend l'argument médical, mais c'est pas ça l'argument et l'écueil principal, c'est un argument économique. Donc, à un moment, les CPTS, ça permet de gommer ces principaux problèmes de concurrence entre professionnels de santé. Donc, il faut aussi travailler sur ça. Et si on travaille sur ça, après, on a une meilleure acceptation de la part des médecins, notamment, de cet accès direct. Merci beaucoup, Guillaume. Adrien? Oui, bonjour. Donc, je me présente, Adrien Haas, je suis kiné
dans la métropole lilloise, du côté de Fournes-en-Web. Je suis du coup trésorier de la CPTS des web qui vient d'être créée. Et du coup, donc, je participe à la réunion. C'était surtout d'un point de vue informatif. Et c'était vraiment très intéressant tout ce qui était financement. Donc voilà, après, actuellement, nous, la CPTS donc, a été créée. On a eu une réunion du conseil d'administration cette semaine. On projette pour l'instant un petit peu les réunions, les missions sur le projet de santé 2. Et on vient d'envoyer un formulaire pour le fonds d'intervention régionale pour commencer à avoir une aide afin d'embaucher un coordinateur, une coordinatrice. Merci. Donc, je ne sais pas, après, à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une question. Je voudrais demander quand même des précisions par rapport à l'accès direct. C'était ça aussi qui nous intéressait ce matin. En fait, je voudrais juste résumer. Nous, faisant partie d'une CPTS, si on veut pouvoir expérimenter l'accès direct actuellement, si j'ai bien compris, on a 3 moyens, soit l'article 51, soit les protocoles locaux, soit on met en place un protocole local, soit on attend de voir si on est dans les départements qui sera choisi pour l'expérimentation, mais ça, on n'a pas encore le timing, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va se mettre en place. Jusque-là, j'ai bon? Oui, après, les protocoles nationaux, logiquement, certainement, prochainement. Après, je vais laisser Guillaume compléter. Oui, l'article 51, enfin, c'est extrêmement lourd et effectivement, en plus, il y a une acceptation très compliquée. Et s'il y a déjà d'autres choses d'expérimentation qui existent, voilà, l'article 51 n'est pas approprié. Donc toi, tu nous conseilles de mettre en place un protocole local. On ne t'entend plus. Oui, pardon. Oui, en fait, l'idée, soit vous êtes territoire d'expérimentation via cet article PLFSS 2022, très bien, vous faites cela. Soit vous mettez un protocole de coopération en place. S'il y a un protocole national qui couvre cela, très bien, vous prenez le protocole national. S'il n'y a pas de protocole national, vous faites un protocole local. Et après, concrètement, alors après, je ne sais pas, je ne vais pas forcément brûler les étapes, c'est juste pour nous projeter comment ça se passe concrètement. Les patients, comment on va les sélectionner, parce que les patients, habituellement, ne viennent pas nous voir, nous, en première intention. On n'a pas cet accès direct. Ils vont d'abord voir leur médecin. Donc, il faut se mettre d'accord avec les médecins pour qu'ils nous transfèrent les patients. Comment ça se passe? Il faut qu'on communique à nos patients en disant qu'on peut les voir directement. Concrètement, comment ça se passe? En fait, il y a les deux possibilités. Déjà, il faut que ça soit collectivement une forte impulsion de la CPTS. Voilà. La CPTS, elle peut communiquer. D'ailleurs, c'est une de ses vocations de communiquer sur l'accès aux soins. Donc, elle peut communiquer sur les réseaux sociaux, voilà, auprès de tous les professionnels de santé et auprès de toute la population, d'une part. Et puis après, d'autre part, ça peut être voilà, les médecins qui le souhaitent en disant à leur secrétaire, ou s'ils n'ont pas de secrétariat, mais en disant à leur secrétaire, toutes les patients qui prennent rendez-vous et qui se présentent pour une lombalgie ou une entorse de cheville, vous leur dites d'aller voir leur kiné. Voilà. Et puis, ça peut être vous aussi qui communiquez auprès de vos patients. Voilà. Après, il faut toujours... C'est pour ça que c'est important aussi cette phase de fédération de la CPTS, et notamment de fédérer les médecins et trouver un modèle qui leur convient dans tout ça pour pas que ça crée de soucis, on va dire, relationnels. Mais voilà, après, tous les canaux de communication sont possibles. Ça peut être la CPTS en tant que telle, ça peut être le délégué ou le délégant. Alors, c'est pour ça que nous, on a fait un groupe de travail à ce sujet dans notre CPTS avec 3 kinés et 3 médecins. En fait. Donc, le groupe de travail, on a fait exprès d'être médecin et kiné pour pouvoir avancer ensemble et être sûr que ça convienne à tout le monde. Bien sûr. Et puis après, une fois que vous avez fini ce groupe de travail, il faut chacun prendre votre bâton de pèlerin et puis que les médecins aillent voir leurs collègues médecins pour les convaincre. Et puis vous, kinés, allez voir vos collègues kinés pour les convaincre. Et puis une fois que tout le monde est convaincu, vous mettez en place. Merci. Je peux intervenir. Est-ce qu'on passe maintenant? Oui, tu peux y aller, Bruno. Vas-y. Okay, parfait. Merci. Donc, Bruno Bjois, moi, je suis kinésien sur Valenciennes. La CPTS de Valenciennes est maintenant existante. L'ACI va être signée en début d'année. En principe, j'en suis le trésorier. Donc, je fais partie du conseil d'administration. Nous, au départ, la création initiale de tout ça, ça a été le Covid.
En fait, il y a quelques médecins, quelques infirmiers qui sont regroupés au départ pour essayer d'être efficients sur les soins en libéral lors de la première crise du Covid. De là, on a créé le centre de vaccination et assez naturellement, tout ça s'est transformé en CPTS puisque la structure était déjà collaborative au départ. Alors, moi, je suis assez d'accord sur tout ce que j'ai entendu et tout ce qui était partagé par les expériences de chacun. Il y a 2 ou 3 points sur lesquels je souhaitais revenir. Au niveau de notre territoire, et particulièrement pour les protocoles de coopération, dans le cadre de la coopération justement avec les établissements de santé, on a 2 choses sur Valenciennes. Il y a l'hôpital et les cliniques. La grosse différence, c'est que l'hôpital, les gens sont salariés. S'ils font 10 actes ou 50 actes, ils sont payés pareil. Les cliniques, c'est l'inverse, ils sont payés aussi à l'acte. Donc en fait, clairement, si la CPTS de manière générale prend du travail au niveau des urgences, ça intéresse l'hôpital, ça intéresse nettement moins les cliniques. Donc quelque part, on se heurte aussi à cet écueil-là, c'est que les entorses de cheville notamment, les cliniques, eux, ils les prennent, quoi. Ça les intéresse parce que ça régénère derrière des consultations pour les spécialistes qui sont là, la traumato notamment. Donc là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit bon et efficace parce que justement, il y a des intérêts financiers qui sont quand même derrière et qui peuvent aussi freiner certaines choses au niveau local. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'était le fait de stimuler d'autres professionnels, et en particulier les kinés, pour adhérer à la CPTS. Moi, j'avais anticipé un peu les choses en me disant je ne sais pas trop combien on va être si on lance l'invitation comme le RPS l'a fait, enfin, pas l'ARS, pardon, l'a fait. De façon très générique, effectivement, il s'est avéré qu'il y avait assez peu de professionnels qui sont sentis concernés. Donc, j'ai voulu, moi, à titre personnel, les impliquer en leur faisant un mail, en essayant de les contacter autrement que par téléphone parce que c'était fastidieux. Un mail groupé aurait été plus simple. Donc, je me suis rapproché de l'ordre en me disant le Conseil de l'ordre doit avoir les adresses mail des kinés du secteur. On m'a opposé une fin de non-recevoir après un temps que j'ai jugé trop long pour qu'ils réagissent. Donc là-dessus, ils ont été inefficaces. Et j'ai contacté l'URPS à l'époque. Pareil, on m'a dit, non, on ne peut pas vous fournir les adresses des professionnels du coin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, puisqu'on ne m'a pas fait un argumentaire vraiment très net vis-à-vis de ça, les organismes qui sont censés nous représenter et nous aider, en fait, mettent des bâtons dans les roues quand justement on les sollicite. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé logique déjà dès le départ. Alors après, ce qui est dommage, c'est que, alors là, je viens de voir passer un message global, est-ce qu'on peut rester en contact? Bien évidemment, c'est souhaitable. Et en plus, moi, ça fait un certain temps que je me dis qu'il ne faut pas qu'on bosse chacun dans notre coin. Et les URPS, manifestement, ont été créés aussi pour ça. Donc voilà, je pense que c'est aussi, si l'information ne remonte pas, essayer de faire en sorte qu'elle redescende, quoi. Donc voilà ce que je voulais rajouter là, tout ce que j'ai entendu. Il y a 2 choses. Je vais essayer, Guillaume, de répondre peut-être sur l'hôpital, parce que ça m'a surpris ce que tu as dit sur l'hôpital, Bruno. Moi, je ne connais pas le financement, mais je pense que si demain, les entorses de cheville viennent chez nous, je pense que le directeur de l'hôpital, peut-être, il va perdre l'argent et il ne sera pas satisfait. Je ne connais pas la rémunération de l'hôpital, comment ça fonctionne. Alors, là, pour le coup, je parlais du fait de désengorger les urgences. Les urgences de l'hôpital, actuellement, elles débordent. Un peu. Oui, mais c'est pour ça, c'est l'intérêt. Oui, c'est pour ça aussi que je suis pour l'accès direct, pour l'intérêt des kinés et l'intérêt de la société. Parce qu'il faut désengorger les urgences. Ils ont autre chose à faire que voir des entorses de cheville. Tout à fait. Concernant l'hôpital, oui. Concernant les cliniques, c'est moins vrai. C'est ça que je voulais dire. Vas-y, Guillaume. Bruno, tu as entièrement raison. Je pense que là-dessus, il ne faut pas se leurrer. Mais à la limite, si déjà on travaille avec les hôpitaux, ce sera déjà une première porte d'entrée, un premier accès. Il faudra toujours du temps sur tout ça. Et puis jusqu'au moment où ce sera la Sécu qui, dans 4-5 ans, dira aux cliniques, vous ne prenez plus ça en charge, on a un autre moyen qui coûte moins cher. Parce qu'on sera forcément un peu moins cher que les urgences d'une clinique. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter. Par contre, ce qui est vraiment très important, c'est de réussir à joindre les confrères. Parce que ça, c'est un peu la galère. Comment joindre les confrères pour organiser les choses? Et je ne comprends pas que ni l'ordre, ni l'URPS à l'époque t'ait répondu ça, puisque justement, ça fait partie de ce boulot que l'URPS devrait faire. Alors, même si on ne te donne pas le fichier, au moins participer à l'envoi. On peut te remettre un jeu d'étiquettes, par exemple. Moi, c'est un truc, c'est pas grave. Là, on te donne pas le fichier, je peux le comprendre, RGPD, CNIL. Encore que j'avais interrogé en son temps Alex Turc, qui était président de la CNIL, et qui m'a toujours dit clairement, si c'est entre associations qui ont des buts non lucratifs pour les mêmes objectifs, il n'y a aucune raison de ne pas partager les fichiers. Après ça,
on en fait ce qu'on veut. Moi, j'ai aucune crainte là-dessus. Je pense qu'on peut partager. Mais si vraiment on ne veut pas partager, je pense qu'au moins remettre un jeu d'étiquettes qui permet d'écrire aux confrères et d'avoir la liste à peu près précise, c'est quand même un truc qu'on doit pouvoir faire. Il faut arrêter les conneries. L'ordre là-dessus est ridicule. Oui, je vais me permettre juste de répondre à ça. Effectivement, c'est possible qu'à l'époque, on vous ait dit qu'on ne pouvait pas vous donner les coordonnées des kinés pour question de RGPD, etc. Maintenant, c'est possible pour nous de transférer le mail. On met tout le monde en copie cachée, on transfère le mail d'invitation, ça c'est possible. J'avais pas pensé à l'histoire des étiquettes. Si vous me remettez le courrier, oui, avec l'histoire des étiquettes, on peut s'arranger aussi. Surtout que les ligues, très honnêtement, on est sur des petites quantités. C'est évident que si on doit écrire à tous les kinés des Hauts-de-France les 6500 les étiquettes, c'est un boulot de fou d'aller coller 6500 étiquettes sur des enveloppes. C'est une évidence. Oui, Mais oui. là, quand on est sur une CPTS, c'est quoi? C'est 50, 60, 80. On n'est pas sur des milliers, quoi. Donc c'est tout à fait jouable. Et pour moi, il n'y a aucune raison Après, il y a d'empêcher beaucoup que de... justement la profession. Oui, et maintenant, il y a beaucoup de CPTS qui nous sollicitent justement pour transmettre des informations. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de CPTS qui nous demandent des infos. Donc, on veut bien transmettre l'email, de préférence l'email, et après, vous récoltez vous-même vos coordonnées et vous les gérez. Mais la première initiative comme ça, on peut aider, oui. Oui, si je me permets, sur ces 2 points, sur les contacts, oui, effectivement, c'est normal. Hein. Travailler dans un syndicat, ça serait un peu compliqué de transférer tous les mails, puisqu'après, on pourrait avoir une réutilisation autre des mails. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on a fait dans notre CPTS, c'est qu'on a envoyé un mail par l'intermédiaire des URPS, qui l'ont envoyé chacun à l'ensemble des professionnels de santé de la CPTS, où on avait mis un Google document, un questionnaire, et où les gens qui voulaient s'inscrire dans la CPTS s'inscrivaient à ce document, et du coup, ça nous faisait collecter avec leur approbation, leurs coordonnées. Et puis, d'ailleurs, on avait un petit peu plus d'éléments qui nous permettaient de savoir s'ils sont d'accord ou pas de participer à la CPTS, et puis quel niveau d'implication aussi au niveau du CA, du bureau, etc. etc. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis après, effectivement, les autres, quand les gens ne se sont pas inscrits, après, par contre, on peut fournir un listing des kinés. La CPAM peut le faire, le listing des kinés. Puis après, on cherche les numéros sur Internet et puis on appelle ceux qui n'ont pas répondu, pourquoi ils n'ont pas répondu, etc. etc. C'est un peu fastidieux, mais de toute façon, c'est nécessaire parce qu'à un moment, il faut fédérer et il faut informer et fédérer autour de ça. Le deuxième élément sur les établissements de santé, que ça soit les urgences, hein, que ça soit dans le secteur public ou privé, ils sont au moins bonne partie sur une rémunération à l'acte. Donc effectivement, ce que je vous décrivais tout à l'heure, les biais de rémunération, la rémunération à l'acte, c'est qu'en fait, actuellement, ils n'ont aucune incitation à réorienter vers la ville. Enfin, actuellement, je vais vous parler après de demain, mais actuellement, ils n'ont aucune incitation à réorienter vers la ville. La seule petite différence qu'on peut avoir entre le public et le privé, c'est que effectivement, le public, la rémunération, elle va à l'hôpital, alors que dans le privé, ça peut aller directement au praticien. Donc, il n'y a pas la même contrainte financière. Et puis, l'hôpital reçoit dans ses urgences toutes les urgences vitales qui sont des urgences 15, alors que le privé ne les reçoit pas. Donc, ce qui fait aussi qu'il y a une charge d'activité. Enfin, l'activité n'est pas tout à fait la même entre le public et le privé. Par rapport à ça, 2 éléments. Premier élément, la réforme des urgences. Aujourd'hui, on a une réforme des urgences qui est en cours. Comme je vous disais, actuellement, on a un modèle de rémunération qui empêche, ne favorise pas ce réadressage ou cette coopération avec les autres preneurs de soins. Demain, la réforme des urgences va faire qu'on va mixer les modes de rémunération pour gommer ces biais. Donc, on va avoir une rémunération populationnelle, donc sur le bassin de la population qui est fixe annuellement. On va avoir une rémunération à l'acte avec une ventilation aussi un peu plus fine des actes et tous les actes n'auront pas la même valeur. Donc, on peut imaginer qu'une entorse de cheville, comme ça peut être pris en charge en ville, sera faiblement cotée à l'hôpital pour les inciter à réorienter. Et puis, une troisième partie de leur rémunération qui sera sur des indicateurs de qualité et de pertinence qui également va prendre en compte ces items-là. Donc demain, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais demain, ils seront de plus en plus incités à réorienter ces fausses urgences ou ces urgences non vitales vers la ville. Et dernier élément qui me permet aussi d'argumenter sur ça, c'est que
on n'en a pas forcément parlé, mais ces protocoles de coopération, déjà les CPTS peuvent et doivent travailler avec les établissements, hein, ça c'est très important, et elles peuvent intégrer les établissements tout ou partie avec une position comme elles le souhaitent dans leur CPTS, d'une part, et d'autre part, on peut avoir aussi des protocoles ville-hôpital, donc ça on ne l'a pas dit, on n'a parlé que des protocoles ville-ville, mais c'est notamment les protocoles locaux ou même les protocoles nationaux. On peut avoir des protocoles ville-hôpital, il n'y a pas de barrière à ça, donc ça peut être intéressant aussi de mettre dans ces protocoles de coopération, à un moment, le médecin délégant et réorientant, ça peut être un médecin généraliste de ville, mais ça peut être aussi un médecin hospitalier. Puis après, on peut avoir une incitation pour l'hôpital de réorienter ces pathologies-là. Donc, voilà, c'est peut-être quelques éléments de réponse à vos craintes. Non, c'est important que tu appuies sur le sujet par rapport au paiement à l'acte. Actuellement, on est au paiement à l'acte entièrement, pratiquement. Mais plus le temps va passer, plus le paiement à l'acte va diminuer et ça sera un paiement à l'épisode de soins. Exactement. Hein, il faut, très brièvement, 2018, on a lancé le plan Ma Santé 2022. Il y a donc réforme globale du système de santé. Il y a un rapport Aubert, qui est un rapport du président de l'adresse, qui parle de tous ces modèles économiques. Et derrière, l'idée, c'est de dire chaque modèle économique en tant que tel, que ce soit la rémunération à la structure, la rémunération à l'acte, la rémunération à la performance ou à la qualité, à des biais. Donc, l'idée, c'est de mixer ces modes de rémunération. Et c'est ce qui est fait, c'est qu'on mixe ces modes de rémunération pour gommer les biais de chacun d'entre eux et d'avoir le moins de biais possible. Donc, effectivement, en ville aujourd'hui, ou même un certain nombre d'acteurs, on est majoritairement à la rémunération à l'acte. Donc, l'idée, c'est c'est pour ça que je vous disais, demain, les prochaines croissances économiques ou les prochaines valorisations économiques, ça sera surtout concrètement votre acte. Il y a peu de chances qu'il soit majoré demain, mais vous aurez d'autres modes de rémunération, peut-être pour à la structure, sur des indicateurs, etc., etc. Et ça permettra de mixer vos modes de rémunération pour gommer vos biais, et puis ça sera le cas aussi des autres professionnels de santé. On va de façon maximum gommer ces biais, donc pour assainir entre guillemets cet aspect concurrentiel et cet aspect inflationniste que peut avoir la rémunération à l'acte. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Ok. Bon, si vous avez plus de... Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, non, si je peux apporter cette petite nuance, hein, vous savez, même dans ma profession, c'est pas facile de fédérer. Hein. Il ne faut pas croire que vous êtes voilà, les derniers sur ce niveau-là. Hein. Dans aucune profession, c'est facile. Les médecins, nous, Vincent, tu le vois dans notre CPTS, on a un taux d'adhésion qui est très compliqué. Les dentistes, c'est pareil. Finalement, c'est de façon globale. Bon, il y a des professions qui ont plus d'affinités. Voilà, les infirmiers, ils ont beaucoup d'expérience à l'hôpital, donc effectivement, peut-être que ça peut jouer, etc., etc. Mais dans toutes les professions, c'est compliqué parce que c'est un vrai changement de paradigme. Hier, on disait, voilà, t'exercer de façon libérale, enfin, t'exerces toujours de façon libérale, mais de façon isolée, où finalement, il y avait un certain aspect concurrentiel entre les professionnels de santé. Et aujourd'hui, on dit, il faut être dans une association avec tes concurrents. Donc effectivement, au niveau paradigme, au niveau prisme, c'est pas facile forcément à intégrer. Et puis d'autre part, effectivement, en France, on a une certaine phobie de l'administration et phobie de la structure, et jusqu'au jour où on voit pas ce que ça t'apporte concrètement, individuellement, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, bah, c'est vrai que tu as un certain blocage à y aller. Donc effectivement, une des premières missions de la CPTS quand elle est créée, c'est fédérer. Et fédérer sur des projets, je pense. Nous, on le voit dans notre CPTS, voilà, il y a quelques projets. Voilà, le projet de santé a été élaboré par environ un tiers à la moitié des professionnels qui sont impliqués dans les groupes de travail, etc., etc. Voilà, on a les 2 tiers des professionnels qui adhèrent dans notre CPTS à peu près. Et demain, les autres, on va aller les chercher grâce à ces projets-là. On va faire des ateliers bien vieillir. Demain, les ateliers bien vieillir, le kiné a toute sa place pour animer ces ateliers-là de prévention collective,
sur le risque de chute, sur voilà, l'activité physique adaptée, etc., etc. On va mettre en place des protocoles d'accès aux soins. Le kiné, il a toute sa place sur ça. On va mettre en place des parcours pluridisciplinaires, notamment dans l'autonomie, où on pourra mettre en place des questionnaires ICOP. C'est pareil, là, le kiné, il a toute sa place pour repérer ses fragilités et pour mettre en place des plans de soins personnalisés pour freiner, si on veut, ce glissement vers la dépendance et rattraper la personne pour la remettre dans l'autonomie. Et c'est vrai qu'avec des projets concrets comme ça qui parlent aux professionnels, je pense que c'est comme ça que vous arriverez à les attirer et les impliquer dans les CPTS. Merci Guillaume. Juste pour conclure, c'était pour dire que Guillaume, je le connais grâce à la CPTS Nord-Aisne et nous avons signé l'ACI donc, cette semaine. Donc, c'est le premier financement pour une CPTS dans l'Aisne. En fait, c'est le premier ACI signé. Et c'est grâce à Guillaume, c'est lui qui a rédigé le projet de santé à lui tout seul. Voilà. C'était une expérience très complexe, je pense. Mais après, ce n'est pas notre métier. Hein. Nous, on n'est pas capable de faire cela. Non, mais si j'avais un conseil, moi je l'ai fait parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un administratif en partie dans ma semaine et j'avais envie de voir un petit peu la complexité administrative ultime à la française. Mais si j'avais un conseil pour vous qui êtes beaucoup plus clinicien que moi et qui avez beaucoup plus de temps clinique, enfin beaucoup moins de temps administratif que moi plutôt, voilà, n'hésitez pas à vous faire épauler. Il y a des structures qui existent privées qui vous aident à construire ces projets de santé. Il y a 4 gros acteurs sur le marché et qui sont là finalement pour vous dégager de tout ce temps administratif, qui ont l'habitude, qui font des trucs, qui savent exactement les critères des ARS et des CPAM et finalement qui mènent les concertations dans vos CPTS et qui vous aident à construire et porter ce projet de santé. N'hésitez pas. Moi, je vais pas le faire pour essayer de les citer de façon exhaustive. Au Santé, qui maintenant s'appelle TAN, qui est d'ailleurs, de base, c'est des kinésithérapeutes et ostéopathes de la région de Lyon qui ont eux-mêmes construit une des premières CPTS et de par leur expérience, ils en ont fait une expertise et qui ont créé une structure qui aujourd'hui a créé, je crois, 85 structures d'exercice coordonné et qui a un objectif d'en créer 450 à 2022. Donc, ça s'appelle Au Santé, O et plus loin Santé, et Stan, c'est leur nouveau nom. Après, on a Dr House, qui est une filiale de Sodexo, qui est le groupe de restauration qui a une branche santé. Après, on a Accentis, qui est aussi un cabinet de conseil et qui s'est un peu spécialisé là-dedans. Et après, les autres, je ne les ai plus en tête, mais c'est les 3 principaux. Merci Guillaume. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus, en particulier à Guillaume pour ses interventions. Et n'hésitez pas à nous contacter, à contacter l'URPS en téléphonant à Clélie, en envoyant un mail et également en me téléphonant directement sur le numéro de portable si vous le souhaitez.